3300 ans avant Jésus-Christ, les Sumériens nous font passer de la préhistoire à l'histoire grâce à l'invention de l'écriture. Il s'agit à ce moment-là de marquer l'oral de façon durable et d'étendre la mémoire humaine à des fins pragmatiques, pour le commerce, les lois, les actes, etc. Le papier n'est pas encore inventé, alors les Sumériens utilisent des tablettes d'argile comme support. À l'aide d'un roseau taillé en pointe, le calame, ils dessinent des pictogrammes qui sont en fait des signes-images, c'est-à-dire qu'un dessin désigne quelque chose. Par exemple, pour dire main, ils dessinent une main. Comme c'était super long lorsqu'il fallait écrire, ils ont mis en place l'écriture cunéiforme, et ils tournent d'un quart de cercle les pictogrammes pour que les scribes écrivent plus vite. Ils passent donc du pictogramme qui représente quelque chose de concret par un dessin, à l'idéogramme qui est un symbole graphique représentant un mot ou une idée. Ben oui, parce que le pictogramme n'est pas toujours clair. Par exemple, le symbole pied pouvait aussi bien signifier pied que marcher ou chemin. Et aussi parce que parfois on doit écrire des choses qui ne sont pas tangibles, comme pensée. Un peu plus tard, vers 3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens créent les hiéroglyphes qu'ils nomment eux-mêmes Medunedjer, parole divine. Mais ils gardent cette écriture pour tout ce qui devait durer dans le temps, comme les textes de loi, les textes sacrés et les tombeaux, parce que c'était hyper fastidieux. Pour les écrits de la vie quotidienne, ils optent pour une version simplifiée, le hiératique, pour que les scribes écrivent plus vite. Plus tard, avec le démotique, on simplifie encore l'écriture pour écrire encore plus vite. Cette écriture est aussi utilisée pour les écrits de la vie quotidienne. Dans les trois cas, il s'agit d'idéogrammes et de phonogrammes. Vers 1400 avant Jésus-Christ, dans la même région apparaît le plus ancien alphabet connu, l'alphabet proto-cananéen, influencé par l'écriture hiératique et qui est à l'origine de la plupart des alphabets utilisés aujourd'hui. Approximativement 1000 ans avant Jésus-Christ, les Phéniciens s'approprient cet alphabet et vont encore plus loin dans l'abstraction. Et leur idée est géniale parce qu'un symbole ne correspondra plus à une idée mais à un son. Pour en arriver là, ils ont pris le premier son d'un mot et en ont simplifié le symbole. Par exemple, pour le son B, ils ont pris le premier son du mot bête qui voulait dire maison et qui s'écrivait comme ça. Ils l'ont simplifié et ont décidé que ce symbole ne voudrait plus dire maison mais B, que les Grecs adapteront plus tard en bêta. Ils transmettent cette révolution dans le monde méditerranéen via leurs marchands et deviendra l'un des systèmes d'écriture les plus utilisés. Il se lit de gauche à droite, mais certains textes sont écrits en boustrophédon, c'est-à-dire que le sens de lecture change alternativement d'une ligne à l'autre, un peu comme ça, avec les lettres en miroir. Le problème de ces écritures, c'est qu'il s'agit d'abjad, c'est-à-dire qu'ils ne représentent que les consonnes. Les voyelles sont implicitement dictées par la phonologie, ce qui implique que le lecteur doit connaître la langue pour lire les voyelles. Les Hébreux apportent la solution en créant des symboles pour les voyelles sur le même principe que les consonnes phéniciennes. Par exemple, pour la lettre A, ils prennent le mot Aleph qui veut dire bœuf et qui se représente avec ce pictogramme, le simplifient et devient ce symbole que les Grecs appelleront alpha. 8 siècles avant notre ère, les Grecs adaptent l'alphabet phénicien à leur langue. Il s'agit là du premier et plus ancien alphabet à proprement parler, puisqu'il y contient chaque voyelle et consonne avec un graphème différent pour un total de 24 lettres. Un peu plus tard, les Étrusques, c'est un peuple qui occupait le nord de la péninsule italienne, tirent leur alphabet du grec. Il comporte 26 lettres, dont 5 voyelles. Cet abécédaire s'écrit de droite à gauche. 400 ans avant Jésus-Christ, les Étrusques réadaptent leur propre alphabet. Il s'écrit maintenant de gauche à droite et ne compte plus que 20 lettres, les lettres B, D, K, O, X et M n'étant pas utilisées dans leur langue. Celui-ci restera en vigueur jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, où il commencera à se faire concurrencer par l'alphabet latin. En moins 700, c'est au tour des Latins, tribu qui habite la région du Latium et qui prendra plus tard le nom de Romain, de s'approprier l'alphabet grec et étrusque. Une des innovations sera le nom des lettres, parce que les lettres grecques portent des noms qui n'ont aucun sens dans leur langue, puisqu'elles viennent directement des langues sémitiques. En plus, le nom des lettres est polysyllabique. Alpha, bêta, gamma, delta. Les Romains n'ont pas cherché à donner un nom réel à leurs lettres. Ils les désignent comme elles se prononcent, tout simplement. Ces derniers changements sont à la base de notre alphabet moderne, mais il manque encore les lettres G, J, U, W, Y et Z. 3 siècles avant notre ère, les Romains commencent à utiliser des mots grecs et se voient obligés d'y intégrer l'Y et le Z, qu'ils mettront à la fin parce que c'est du grec, il faut pas déconner non plus. On retrouve à Pompéi des affiches électorales sur les murs, ce qui signifie que la lecture n'est plus accessible qu'aux notables et aux scribes, mais que tous les citoyens savaient lire. Les premières traces de minuscules se font dès le 4e siècle avec la cursive romaine. Cette écriture est ligaturée, c'est-à-dire que certaines lettres se touchent entre elles naturellement, et si elle est ligaturée, c'est parce qu'on écrit plus vite. Les chiffres, eux, sont toujours absents du tableau. On utilise les lettres pour compter, et ça jusqu'au 5e siècle où les chiffres arabes, qui sont en fait d'inspiration indienne, débarquent sur la péninsule ibérique et se répandent sur tout le continent occidental. D'ailleurs, le mot chiffre vient de l'arabe sif, qui signifie zéro, parce que le zéro est la plus grosse innovation de cette façon de compter. Elle a fini par désigner l'ensemble des chiffres. Pendant ce temps-là, l'alphabet latin se propage avec les conquêtes de l'Empire romain. À sa chute en 476, les peuples barbares se partagent le monde romain. Le peuple franc mené par Clovis occupe presque toute la Gaule. L'écriture tend à se raréfier dans un royaume chrétien et avec une administration plutôt désorganisée. En plus, la vie monastique est super hype à ce moment-là. La vie culturelle commence à se cloîtrer dans les monastères. Ailleurs, l'écriture se raréfie. Mais en 780, le règne de Charlemagne donne naissance à la minuscule Caroline.
Le U se différencie enfin graphiquement du V et apparaît une série de règles, comme par exemple un espace entre les mots. Elle adopte des formes rondes et régulières qui la rendent plus facile à lire et à écrire. Au Moyen-Âge, l'écriture évolue avec l'architecture, avec des formes plus brisées. C'est comme ça que la lettre gothique voit le jour. Cette forme restera très populaire en Allemagne jusqu'au milieu du XXe siècle. Au XVe siècle, la lettre J fait son apparition, mais est officiellement reconnue comme une lettre 2 siècles plus tard et devient la dernière lettre ajoutée à notre alphabet. C'est en 1450 que Gutenberg met au point la presse à imprimer. Ouais, ok, les Chinois, les Coréens et les Arabes avaient eu l'idée bien avant lui, mais Gutenberg n'avait aucun moyen de le savoir. En plus, les caractères en bois s'abîmaient assez vite et le nombre énorme de caractères différents dus à leur système d'écriture rendait le travail presque impossible. Bref, Gutenberg met au point le plomb typographique, un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine qui sera utilisé jusqu'au XXe siècle. Il repense aussi l'encre en la rendant plus épaisse et mieux adaptée à la presse, contrairement à l'encre de Chine utilisée auparavant en Extrême et Moyen-Orient. Le procédé est assez simple, il suffit d'enchaîner les caractères mobiles, les enduire d'encre et de presser le tout contre une feuille de papier humide. En 3 ans, les moines auraient pu écrire maximum 10 bibles, Gutenberg en fera 180 sur la même période. Ce qui est intéressant ici, c'est justement les caractères mobiles. Ils sont rangés dans des grands tiroirs appelés casses. Ces tiroirs sont divisés en castins. La partie supérieure gauche contenait les lettres capitales. Le quart supérieur droit était destiné aux caractères spéciaux et moins utilisés. Enfin, la partie inférieure était consacrée aux lettres minuscules, les bas de casse. Ces lettres coulées gardent un look gothique et étroite parce que le but est d'imiter au mieux l'écriture manuscrite. Petit à petit, on abandonne le très onéreux parchemin et le prix du papier diminue. On a de moins en moins besoin d'écrire serré pour économiser de la place. En plus, le livre devient un objet spécifique qui n'a plus besoin de se justifier face à un manuscrit. Du coup, on en revient au modèle antique et les lettres ressemblent de moins en moins à des lettres manuscrites. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Claude Garamond, créateur de la typographie qui porte son nom, reprend les caractères romains. Cette œuvre qui le rendra célèbre sera largement copiée jusqu'aujourd'hui. Aldo Manuzio introduit l'italique au XVe siècle. Les fondeurs de caractères créent un jargon anatomique autour des lettres. Empattement, affût, goutte, ambre, jambage, pense, queue, traverse, barre. La typographie évolue au fil des siècles avec des typographes de talent. Au XVIIe, la famille Elsevier invente un caractère typographique qui porte leur nom. Il est doté d'empattements triangulaires. La dynastie Didot s'illustre dans le domaine, principalement avec Firmin Didot, qui crée une typographie à son nom, reconnaissable par son côté épuré, contrasté et surtout des empattements filiformes. Au XIXe, Napoléon débarque en Égypte et cette culture crée un certain engouement. On crée alors des lettres très grasses aux empattements carrés. C'est aussi à ce moment-là que la publicité se développe et n'hésite pas à utiliser cette typographie qui attire l'œil. Un peu plus tard, mais pendant le même siècle, apparaissent les typographies bâton, qui ont un look moderne, mais qui sont en fait inspirées de l'Antiquité grecque. Elles n'existent d'abord qu'en capitale et viennent renforcer des messages publicitaires. Elles sont simples et directes. En 1821, Champollion déchiffre les premières cartouches hiéroglyphiques. Et 4 ans plus tard, Louis Braille crée l'écriture pour les aveugles sur la base d'une matrice de 6 points répartis sur 2 colonnes. On voit apparaître des claviers à la fin du 19e siècle et pour la première fois dans l'histoire de l'écriture, on cherche à ralentir le rythme pour que les marteaux des machines à écrire ne s'entrechoquent pas. Les créations typographiques se multiplient et après la Première Guerre mondiale, le typographe français Francis Thibaudeau décide d'y mettre de l'ordre. Il divise les typographies en 4 grandes familles. Les Elsevier avec des empattements triangulaires, les Didot avec un fort contraste entre les pleins et les déliés et des empattements très fins, les Égyptiennes avec des empattements rectangulaires et les antiques sans empattement. 31 ans plus tard, Maximilien Vox, un autre typographe français, crée une classification typographique plus détaillée avec ses 11 familles. Aujourd'hui, notre société continue d'évoluer en reprenant de vieux standards et on ne se rend même plus compte qu'on utilise, en plus de notre alphabet latin, les pictogrammes et les idéogrammes comme le faisaient les Sumériens. L'écriture a été créée pour être lue par des humains ou par des dieux, pour témoigner ou affirmer quelque chose. Mais le futur proche risque de bouleverser tout ça. On parle de plus en plus aux machines avec le langage des machines. Les générations de demain communiqueront très certainement de cette manière de façon naturelle. C'est en quelque sorte une nouvelle façon d'écrire et d'être compris. Et on peut imaginer que les personnes ne sachant pas coder seront considérées comme les illettrés de demain.